Bonjour, l'atelier Canopée de Besançon nous accueille dans le cadre des trams d'Octis. Alors les trams, c'est les travaux académiques mutualisés, même les travaux interacadémiques mutualisés. Le thème de travail des trams cette année est l'éducation aux médias. Et notre rencontre d'aujourd'hui se fait avec deux membres de la délégation canadienne de Calgary Board of Education, Madame Radetzky et Madame Aboud. Cette rencontre a pour but de mettre en place un partenariat ou d'essayer de mettre en place un partenariat avec nos collègues canadiens pour connaître leurs pratiques, leur progression autour de l'éducation aux médias et éventuellement, dans un deuxième temps, si c'est possible, de produire des ressources pédagogiques aussi bien pour nos élèves que pour nos enseignants. Je vais laisser Madame Radetzky se présenter et peut-être présenter son environnement de travail. Alors bonjour, je m'appelle Ruth Radetzky, je travaille pour la commission scolaire publique de Calgary. Je suis spécialiste de langue française pour la commission scolaire. Je vais parler un peu de notre système scolaire pour commencer. Alors, nous avons 13 ans de scolarité. Nos enfants font une année de maternelle et 6 ans d'école primaire normalement, avec 3 ans de collège et 3 ans de lycée. Alors, on ne les nomme pas de la même façon, mais c'est à peu près ça la structure. Nous avons aussi une deuxième structure pour les écoles primaires et pour les écoles secondaires. Alors, il y a les écoles qui finissent à la 4e année, alors ça fait 5 ans de scolarité. Et ensuite, pour le collège, il y a 5 ans de collège. Voilà. Et votre travail principal ? Mon travail principal, c'est de soutenir les profs qui travaillent dans les programmes de langue française, que ce soit français langue seconde, français immersion française et bien le français intensif. D'accord. Je vais laisser aussi Madame Aboud se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Sheena Aboud. Comme ma collègue Ruth, je suis spécialiste qui soutient les programmes français parmi le Calgary Board of Education. Alors notre question c'était, est-ce que l'éducation aux médias existe dans votre système d'enseignement ? Est-ce qu'il est enseigné ? Oui, l'éducation média et nos profs enseignent l'éducation média, mais vraiment à l'intérieur des matières. Ce n'est pas un programme à part, c'est toujours intégré dans les matières comme les mathématiques, les sciences humaines et les programmes de langue. Donc, est-ce que le métier de documentaliste, professeur documentaliste, est quelque chose que vous connaissez ? Est-ce que ça existe aussi en tant qu'enseignement ou en tant que métier ? Ça a existé, mais maintenant c'est plutôt le rôle des enseignants qui vont enseigner ces compétences du curriculum qui doivent le faire. Alors vous savez qu'en France, on a à l'intérieur de chaque établissement un centre de documentation qu'on a tendance à appeler maintenant 3C, Centre de connaissances et de culture. Donc je suppose que dans vos établissements, il y a aussi un endroit où il y a des ressources sous forme de livres ou d'ordinateurs. Est-ce que c'est un endroit précis ou est-ce que c'est plutôt divisé, enfin présent dans chaque salle de classe ? Non, c'est plutôt présent dans l'établissement. Il y aurait un espace particulier qui s'appelle The Learning Commons, okay, dans nos écoles. Et c'est vraiment un endroit où on regroupe non seulement les livres, mais toutes sortes de ressources numériques. Et puis, les enfants peuvent venir là pour faire la recherche, pour travailler, pour préparer les présentations numériques, etc. Mais alors, qui s'occupe de gérer cet endroit ? C'est les profs individuels qui amènent leurs étudiants dans ces centres-là. Ils ont souvent le soutien d'un technicien et des fois d'administrateurs qui prend en charge de ce portfolio. D'accord.
Donc nous, c'est un petit peu notre métier. Là, ce que vous nous décrivez, ça correspond un petit peu à ce qu'on fait au quotidien, en plus de nos fonctions de professeur, avec des compétences pédagogiques pour pouvoir travailler avec une classe et partager avec des professeurs aussi des travaux de classe. Oui, alors le métier de teacher librarian, au moins dans la province d'Alberta, a disparu petit à petit parce qu'au départ, la technologie était considérée comme un sujet à part et la plupart des professeurs emmenaient les élèves dans la bibliothèque ou dans une salle d'ordinateur pour travailler la technologie comme un sujet séparé. Mais éventuellement, le gouvernement voulait qu'on incorpore la technologie dans toutes les matières, intégrer la technologie dans toutes les matières. Alors, on a mis la responsabilité de cela sur tous les profs. Tous les profs étaient censés pouvoir justement faire ce travail avec leurs élèves dans toutes les matières possibles, ce qui a fait que ces postes-là étaient plus nécessaires. Puis maintenant, on a surtout ce qu'on appelle les Learning Commons, qui sont des centres avec les collections de livres, avec les ordinateurs, avec les iPads, avec les iPods, avec les portatifs, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et les élèves peuvent venir là pour travailler, pour collaborer ensemble, pour produire les projets numériques. Mais c'est un espace très flexible. Les profs peuvent réserver cet espace à des heures pendant la journée, à des heures flexibles pendant la journée. Et c'est censé vraiment devenir le cœur de l'école où le travail, la représentation de l'apprentissage se passe. Et donc, c'est des techniciens qui viennent régulièrement ranger, s'occuper des ordinateurs, mais il n'y a pas de personne définie. En fait, c'est des gens qui vont d'établissement en établissement pour la gestion de ces centres. Oui, il y a souvent un technicien qui est dans l'école, qui travaille dans l'école tous les jours, souvent à temps partiel, pour gérer la collection de livres, pour gérer la bibliothèque ou l'espace de Learning Commons. Mais les gens qui réparent les ordinateurs, qui s'occupent des ordinateurs, font une rotation d'école. Alors, il y a deux sortes de techniciens, en fait. Et est-ce que les enseignants ont une formation à l'éducation aux médias eux-mêmes? Est-ce que dans le cursus universitaire des différents enseignants, par exemple des enseignants de langue, est-ce qu'ils apprennent l'éducation aux médias? C'est pas enseigné comme un sujet à part, mais c'est complètement intégré dans les cours universitaires. Alors, les étudiants à l'université au Canada ont besoin de produire les projets numériques tout au long de leurs études. Alors, c'est toujours impliqué dans tous les sujets. Est-ce que au niveau de la province, il y a un regard sensible sur ce que les professeurs et les élèves recherchent sur Internet? Est-ce qu'il y a, parce qu'en France, on a des systèmes qui sont assez fermés au niveau de l'éducation nationale, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est quand même dans une structure, pas surveillée, mais disons encadrée. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est au professeur quand même de surveiller ce qui se passe, planifier pour éviter que les élèves aillent sur les sites. On a des filtres, on a des filtres qui empêchent certaines choses, mais c'est sûr que c'est au prof de planifier pour éviter justement que les élèves tombent dans les sites qu'on ne voudrait pas. Et alors ces teacher library, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Sont revenus dans les classes comme professeurs. Oui. Et j'avais une autre question. Si jamais un enseignant publie des ressources sur Internet, par exemple s'il crée un site, est-ce qu'il est autorisé à le faire Est-ce que les ressources lui appartiennent ou... Oui, alors si jamais un prof décide de produire quoi que ce soit, si c'est pendant ses heures de prof, ça appartient à l'organisation. Oui, comme c'est la même chose chez nous. D'accord. Je vais peut-être laisser Raphaël poser une ou deux questions spécifiques. Oui, alors j'aurais une question. Même s'il n'y a pas d'enseignants qui pratiquent plus particulièrement l'éducation média et à l'information, est-ce qu'il y a dans les programmes des autres professeurs des missions ou des directives sur l'éducation aux médias? Oui, alors parmi les curriculums de chaque matière, il y a ce qu'on appelle ICT Outcomes. Alors dans ces compétences, les élèves doivent être capables d'utiliser des systèmes numériques de base.
Et on enseigne aussi ce qu'on appelle digital citizenship. Alors, comment est-ce qu'on se présente dans des manières respectueuses en ligne et comment s'occuper avec. Alors chez nous, on appelle ça l'identité numérique, c'est-à-dire apprendre aux élèves à gérer leurs traces sur le net et à se donner une bonne estime de soi par rapport aux traces qu'ils laissent. C'est ça. Quels outils vous utilisez en particulier? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Non. Vraiment, ça dépend aux enseignants, ça dépend de ce qu'on trouve. Est-ce que nous-mêmes. vous aussi, vous avez un site sur lequel vous déposez vos travaux ou est-ce que ça reste à la discrétion des enseignants? Est-ce que vous partagez? Chaque école a son site où les profs qui travaillent ces matières-là et qui font des projets vont déposer leur travail. Et ça veut dire qu'un établissement d'un autre État canadien peut aller consulter et partager aussi? Oui, c'est sur le site des écoles, oui. Et est-ce qu'il existe des plateformes ou des outils qui sont utilisés par les enseignants pour collaborer? Alors je ne sais pas, par exemple autour de la veille ou autre chose? Alors, chaque classe utilise un Learning Management System qui s'appelle D2L, Desire to Learn. Alors, ça, c'est un site où les profs et les élèves peuvent collaborer avec du travail. Les notes formatives sont mises en D2L. Et vraiment, c'est une méthode de communication entre l'école et la maison, profs, élèves, parents. On a aussi créé un compte en Google. C'est un secteur privé en Google qui... chaque élève a son propre compte et chaque prof a son propre compte. Et là, on fait beaucoup de collaboration entre les deux. Google Apps, vous connaissez Google Apps. C'est en Google Apps. Oui, Oui. c'est Google Apps. Et donc le système éducatif canadien encourage l'utilisation de ces outils Google pour collaborer? Oui. D'accord. Mais collaborer seulement avec les travaux, pas nécessairement avec l'information des élèves. Alors, si entre enseignants, vous voulez discuter un élève, c'est interdit de le faire en Google parce que ça ne nous appartient pas. Yeah. Mais on a un espace privé de Google, éducatif de Google. Monsieur Tarby nous a dit que vous aviez qu'il y avait un établissement à Calgary qui était extrêmement moderne et très bien connecté, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet établissement qui fait qu'il est différent des autres au niveau technologique et au niveau multimédia ou informatique? Ça, c'est Robert Thirsk. Robert Thirsk. Alors, leur espace Learning Commons est très bien établi. Dans nos autres écoles, vraiment, c'est la bibliothèque qui est devenue Learning Commons. Mais parce que Robert Thirsk est une nouvelle école, c'était la priorité de vraiment avoir le Learning Commons au centre de l'école. Alors, c'est là où les élèves vont en premier pour trouver les ressources, pour emprunter des outils. Il y a beaucoup de flexibilité dans cet espace pour collaborer. Alors, les meubles sont sur roues et puis on peut les déplacer. C'est un petit peu nos 3C. C'est ça. Ouais, d'accord. Oui. Et là aussi, les professeurs, il n'y a pas de responsable. C'est les professeurs qui viennent et qui utilisent le matériel? Oui, mais avec le soutien d'un technicien, souvent. Donc vous utilisez aussi, je suppose, des tablettes numériques, des choses comme ça? Oui. Plusieurs écoles ont déjà acheté des iPads, des iPods, des laptops, tout ça. Et ce sont les écoles qui financent ou Ce sont les écoles qui financent. Et puis aussi, au secondaire, nos étudiants utilisent beaucoup leur téléphone cellulaire pour travailler à l'école. Donc il y a un système de Wi-Fi dans l'établissement? Oui, partout. Alors chez nous, on parle beaucoup de MOOC et de formation à distance. Est-ce qu'au Canada, vous en parlez? Il y a beaucoup de MOOC pour les formations des profs. Mais aussi des élèves qui veulent apprendre en distance aussi. Oui. On a CBE Learn, alors des élèves qui sont très sportifs ou ils font des autres activités ou venir à l'école pendant les heures de l'école est difficile, ils peuvent faire leur apprentissage en ligne aussi. Et comment les enseignants prennent le fait de devoir se former par des MOOC ou à distance? Est-ce que ça pose des problèmes chez des enseignants qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec des outils numériques? Non, je crois que les gens commencent vraiment à s'habituer parce que la plupart des cours universitaires se passent en ligne. Alors, les profs ont l'habitude de travailler même pour eux-mêmes. Et alors,
à l'intérieur de leur profession, ils continuent de la même façon. Pour les profs qui doivent suivre au niveau de tout ce qui est numérique, que ce soit justement l'identité numérique, la sécurité sur l'Internet, tout ça est dans ce document, mais c'est à tous les profs de connaître, de bien connaître ce document et de mettre en place ce qu'on leur demande de faire. D'accord. Donc il y a des directives qui sont quand même nationales, mais il y a quand même une grande liberté provinciale alors. Provinciale. Mais il y a des grandes lignes... Nationales, il y a probablement aussi des grandes lignes nationales, mais pour les systèmes scolaires, c'est provincial. D'accord. Mais ça veut dire que vous êtes libre d'établir votre programme scolaire dans la province en fonction des... Comment vous faites pour choisir le programme On a un programme, on a des programmes provinciaux pour toutes les matières. Alors, c'est le département d'éducation, mais le département d'éducation est provincial et c'est eux qui décident des programmes d'études. D'accord, nous vous remercions vivement de nous avoir accordé ce moment d'échange. Et puis on espère que notre collaboration sera fructueuse, qu'on trouvera quelqu'un, un professeur ou deux professeurs qui voudront bien échanger avec nous. Ce sera un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci. Au revoir.